Allô, bonjour. Coucou, c'est moi, dis. T'as entendu? Il paraît que Napoléon a inventé Photoshop. Attends, c'est pas tout à fait ça. Je t'explique. Napoléon, un génie de la communication. Un podcast en 4 épisodes proposé par la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Épisode 2, le passage du Grand Saint-Bernard. Dans cet épisode, nous allons continuer d'accompagner l'ascension de Bonaparte, ce jeune héros, aussi fin stratège que brillant communicant, au travers d'un fait d'armes resté célèbre, le passage du Grand Saint-Bernard. Le demi-mensonge du pont d'Arcole va s'effacer devant le chef-d'œuvre scénique voulu par le chef militaire et mis en image par le talent de ses artistes. C'est également l'époque des premières caricatures britanniques contre le général français. Commençons cet épisode par un nouvel intermède historique. Après une campagne d'Égypte militairement désastreuse, mais une nouvelle fois admirablement scénarisée par Bonaparte pour en faire un triomphe scientifique et culturel, le général est de retour dans une France qui semble avoir dilapidé tous les bénéfices de la première campagne d'Italie. C'est du moins l'opinion répandue ici et là par ses partisans. Quant au Directoire, qui dirige tant bien que mal le pays, il est catalogué comme un gouvernement mourant de corrompus qui n'attend que le coup de grâce. Patience, il ne va pas tarder. Il est porté par Bonaparte lors de son coup d'État du 18 Brumaire, lequel a bien failli mal tourner, mais qu'importe. Le voilà premier consul, donc au pouvoir, flanqué de 2 autres collègues peu encombrants. Comme d'habitude, bien évidemment, rien ne va être laissé au hasard. Notre nettoyeur va remettre de l'ordre dans la maison France. D'abord, il faut rétablir l'autorité de la jeune République hors des frontières. Retour donc en Italie en 1800 pour retrouver ses meilleurs ennemis, les Autrichiens. Ceux-ci, depuis presque une année, n'ont pas perdu leur temps puisque, associés aux Russes cette fois, ils collectionnent les victoires contre une armée française mal commandée et une fois encore en infériorité. Mais faisons dès à présent une courte digression dans la tête de notre jeune stratège. On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins une tactique. Bonaparte est de retour aux armées. Il laisse ses 2 collègues à Paris. En premier lieu, il lui faut constituer une armée de secours, virer tous les généraux en poste qui n'entrent pas dans le moule bonapartiste et les remplacer par des fidèles. Ceci fait, il sera temps de préparer son entrée en scène. Le coup de génie sur cette guerre, parce que, vous l'avez compris, il y en a un à chaque campagne. Ce ne sont pas seulement les 2 grandes victoires de Montebello et surtout Marengo, mais plutôt une idée. Celle du franchissement des Alpes par le nord et non par le sud, là où les Autrichiens attendent les Français l'arme au bras. On passera par le Grand Saint-Bernard et les autres cols en pleine neige. Et on contournera tout ce joli monde en faisant passer 40 000 hommes, plus la cavalerie et l'artillerie. Bon. Là encore, même si ces prouesses sont partagées par les jeunes officiers Soult, Lannes, Murat ou Masséna, les projecteurs devront rester essentiellement braqués sur l'audace et le courage du général en chef, Bonaparte. C'est là que nous retrouvons nos artistes si inventifs. Afin de se tailler la part du lion dans un triomphe dont il ne doute jamais, Bonaparte emporte dans ses malles Gros, le peintre d'Arcole, et cette fois David, autre légende de la peinture. Nos génies se mettent à l'œuvre. Croquis et tableaux passent entre les mains du généralissime. Le résultat dépasse ses espérances et c'est David qui a la médaille. Le tableau est un chef-d'œuvre, aussi beau et faux que celui d'Arcole. Même
peut-être encore plus faux. Enfin, je veux dire encore plus arrangé, dirons-nous. Je rappelle pour info que les œuvres dont nous parlons sont consultables sur le site des podcasts de la ville d'Antibes. On jette un coup d'œil ? Que voit-on ? Armé d'un sabre rutilant de Mamelouk. Ça, c'est pour rappeler aux ignorants qu'il revient victorieux d'Égypte. Un général fougueux montre l'avenir d'une main assurée, drapé dans une cape très colorée et gonflée par le vent. Le conquérant monte un cheval magnifique qui se cabre sur une corniche d'à peine 1 mètre de large. Il y en a qui doutent de rien. Au pied du héros, des noms gravés dans la pierre, mais bien visibles, pour rappeler quels furent les prédécesseurs de cet acte insensé. Bonaparte y est en bonne compagnie, ce n'est pas la modestie qui l'étouffe, c'est le moins que l'on puisse dire. Il côtoie Charlemagne et Hannibal, rien que ça. Plus bas, plus loin, sur le tableau, on aperçoit l'armée du conquérant. Là encore, comme à Arcole, point de fake news puisque le passage a bien eu lieu, mais quand même, quelle imagination! Le travail dure 3 années. Tout est supervisé par Bonaparte. Esquisses, croquis, habillage, couleurs. Finalement, en 1803, 5 toiles seront réalisées avec des teintes de capes ou de chevaux différentes, dispatchées dans les grands palais français et même, lorsque l'Empire s'étendra, quelques cours d'Europe, histoire de rappeler qui est le chef. Quelle belle entourloupe artistique à la hauteur de ce tour de force militaire. Mais redescendons sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est que la vérité sur cette aventure apparaîtra dans une autre toile, 50 ans plus tard, en 1846, sous le règne de Louis-Philippe, par le grand peintre Delaroche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a, en termes de différence, une montagne entre la légende et la réalité. Bonaparte y apparaît livide, presque maladif, engoncé dans une espèce de redingote incolore, un mauvais bicorne galonné tombant sur ses épaules et, surtout, à dos de mule, la pauvre bête tirée par un montagnard. Il faut reconnaître que ça manque de souffle. Quoi qu'il en soit, in fine, en 1803, les tableaux de David dont nous avons parlé précédemment font de l'effet. C'était bien le but recherché. Reste que le petit caporal, comme l'appellent ces hommes depuis Arcole, n'a pas encore fait connaissance avec la caricature, la vraie, celle qui pique et les migraines qui vont avec. Ça va pas tarder. Et il nous faut revenir à l'histoire. Après les Autrichiens et les Russes, les Anglais commencent à s'agacer de ce trublion jugé dangereux. Non seulement parce qu'il est le porte-parole de la République, mais parce qu'il s'est mis dans la tête, depuis la campagne d'Égypte, d'être le gendarme sur les mers, domaine réservé de sa gracieuse majesté George III d'Angleterre. Même si le gouvernement libéral anglais a signé un traité de paix à Amiens, ce petit diabletin ne semble pas vouloir se calmer. On va donc, pour compléter d'éventuelles actions militaires, se tourner vers une autre stratégie plus pernicieuse et non officielle, la caricature. La contre-propagande, en somme, en laissant complaisamment les caricaturistes britanniques s'occuper de ce presque allié encombrant, qui dans la réalité n'en est plus un. Ce sont les premières salves. En réalité, les caricatures ne s'en prennent pas tant à Bonaparte qu'aux libéraux, accusés d'avoir signé avec ce diable de petits soldats ce fameux traité inique, les dépouillant de leur possession en Méditerranée. Mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Quel que soit le sujet, la caricature est déjà bien affûtée et l'on devine, même si nous n'en sommes qu'aux prémices de ce qui va devenir une véritable machine de guerre, l'avatar tragico-comique créé à partir de l'allure de notre jeune conquérant.
Le dessin se veut populaire et joyeux, d'où une utilisation massive de la couleur. On notera que, dans toutes les caricatures, le français est bien évidemment plus petit que son homologue britannique. L'un des dessins les plus fameux de ce type est sans conteste le Festin de Gilray, où l'artiste imagine entre le premier lord anglais et Bonaparte un partage pentagriélique d'une planète réduite au rang de pâtisserie géante. Son titre, le Plum Pudding en danger, référence au célèbre gâteau britannique. C'est quand même déjà la 3e fois en peu de temps que les Anglais se retrouvent face aux armées post-révolutionnaires menées par cet ambitieux. Le siège de Toulon, la campagne d'Égypte et maintenant la Méditerranée. Ça commence à bien faire. Les Anglais sifflent la fin de la récréation. Caricature anglaise contre propagande française, la guerre est déclarée. Et nous y entrerons de plein pied lors du prochain épisode. Napoléon, un génie de la communication. Une production de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, racontée par Marc Goujon et Jean-François Diaz, réalisée par Jean-François Diaz, écrit par Marc Goujon. Bruitage, BBC Sound Effect, Adobe Stock, musique libre de droit.